Yo yo yo! Alors, à la base, pour être tout à fait honnête, on vous a préparé cette vidéo par rapport à la sortie de Mulan, mais qui a été repoussée. Mais bon, comme la chronique elle a été écrite, faut autant le faire, honnêtement, c'est pas grave. Et puis la vidéo au moins existera pour quand Mulan sortira. Hein. Donc, on va vous faire découvrir à travers cette vidéo l'un des plus grands genres de la culture chinoise, le wuxia-pian. C'est un genre en fait qui a commencé d'abord avec la littérature et ensuite évolué évidemment dans le cinéma. Le wuxia-pian, ce qu'on pourrait traduire par film de chevalier errant, film de sabre chinois. Et avant de plonger dans la découpe à l'épée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo, à partager, à commenter et à mettre un pouce bleu. Je vais quand même donner l'info, hein, même si Mulan il sera pas sorti. Hein, mais Mulan, c'est un poème d'abord qui a été écrit au 6e siècle et qui s'appelle la Ballade de Mulan. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture chinoise. Bref, trêve de bavardage, c'est parti pour cette vidéo un peu spéciale qui sera absolument non exhaustive quand même, je tiens à le préciser, sur l'histoire du wuxia-pian. Je vous ai déjà un peu donné tous les noms qu'on pourrait affilier au wuxia-pian. C'est aussi un peu les westerns chinois. Ils racontent une époque lointaine de la création de la Chine entre guerre, amour et honneur. Par contre, comparé au western, le wuxia-pian utilise beaucoup plus le fantastique et les éléments du folklore chinois. Des gens avec des pouvoirs, des fantômes, des guerriers qui sautent d'arbre en arbre, etc. Au final, le wuxia-pian est un genre qui réunit tout un pan de la culture et de la philosophie chinoise. C'est d'ailleurs sous l'influence et le succès des chambara japonais, donc les films de sabre japonais, dont on vous a un peu parlé d'ailleurs au passage dans la vidéo sur les inspirations de Star Wars, que le studio de la Shaw Brothers, on en reparlera juste après, vous inquiétez pas, va vouloir faire leur propre film de sabre. Et c'est aussi pour ça que là où les chambara sont les westerns japonais, les wuxia-pian sont aussi un peu les westerns chinois. D'abord, comme je vous ai dit, c'est un genre qui a été tiré des romans wuxia et qui ensuite a été décliné par la suite dans le cinéma. Et on va pas trop s'attarder sur les origines dans le cinéma, parce que déjà, on va pas se mentir, malheureusement, les Chinois, ils n'ont pas été très consciencieux avec leur industrie et le cinéma et la conservation de leurs pellicules, déjà. Et ensuite aussi parce que à partir de 1930, le Kuomintang, qui est le parti nationaliste chinois, a au fur et à mesure du temps, en fait, commencé à interdire le wuxia-pian au cinéma. Et dès le début, d'ailleurs, le cinéma chinois va se démarquer du cinéma japonais et au final mondial aussi, mine de rien, en prenant des femmes comme héroïnes. Des femmes fortes, qui savent se défendre et qui ont des vrais caractères. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre pendant très longtemps dans le cinéma chinois. Et il va falloir attendre surtout Hong Kong, ensuite la Shaw Brothers et les années 60 pour vraiment donner un nouveau souffle au wuxia-pian. Alors pourquoi Hong Kong ? Parce que, n'étant pas chinois mais anglais, l'industrie du cinéma prend une autre envergure, moins de règles, moins d'interdictions et donc plus de liberté. Hein. Et pourquoi et qu'est-ce que la Shaw Brothers ? C'est une société de production qui va régner pendant 40 ans. C'est un peu l'Hollywood de l'Est, créé par des frères qui verront l'avènement de très grands réalisateurs, d'acteurs iconiques et de légendes tout aussi mythiques et qui va du coup marquer tout le cinéma hongkongais et chinois et asiatique en général. Et enfin, pourquoi les années 60 ? Parce que c'est à ce moment-là que la Shaw Brothers va pouvoir relancer le wuxia-pian et après quelques échecs commerciaux, ils vont produire en 1966 le film qui va changer le game, L'Hirondelle d'Or de King Gu. Ce film va être un carton commercial et critique. Il raconte l'histoire simple d'un kidnapping et dont la sœur, déguisée en homme, vient libérer son frère. La majeure partie de l'intrigue se passe dans une auberge. Et ça va d'ailleurs donner lieu à une trilogie de l'auberge par le même réalisateur, King Gu, qui fera ensuite Dragon Inn en 1967 et l'Auberge du Printemps en 1974. L'Hirondelle d'Or va aussi lancer la carrière de l'un des réalisateurs les plus importants du wuxia-pian, je viens de vous le dire, King Gu. Mais on y reviendra. Parce que cet âge d'or du wuxia-pian va être dominé par deux réalisateurs au style diamétralement opposé, mais qui vont être tout aussi importants l'un et l'autre pour la culture cinématographique hongkongaise et chinoise en général. Et ça va commencer du coup avec L'Hirondelle d'Or en 1966, on vient juste de vous en parler, avec le réalisateur King Gu, et ensuite, l'année d'après, en 1967, vient Un seul bras les tue à tous de Chang Che, qui raconte l'histoire de Fang Gang, adopté par son maître à la mort de son père. Son maître décide de lui donner la succession, mais Fang Gang va créer la jalousie envers la fille du maître qui va lui couper un bras par traîtrise. Il va se réfugier chez une fermière, lâchant le kung-fu, mais apprenant plus tard que son maître est menacé, il va trouver un livre qui va lui enseigner le kung-fu avec un seul bras. On va vous expliquer après pourquoi ce film il est important dans la culture cinématographique hongkongaise, mais on va d'abord prendre un film qui est sorti un an après pour vous expliquer la différence de style entre King Gu et Chang Che. Et ce sera en 1968 avec le retour de l'Hirondelle d'Or. Donc, juste pour remettre un peu dans son contexte, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de name dropping, l'Hirondelle d'Or est réalisé par King Gu et le retour de l'Hirondelle d'Or est réalisé par Chang Che. Alors,
King-Woo a quelque chose de très poétique dans sa manière de réaliser. Il aime les films lents qui s'attardent sur les personnages ou sur des situations. Déjà dans Les Rondelles d'Or, hein, même si c'est encore les balbutiements de son style, il y a des plans magnifiques avec une très belle lumière. Ce qui est à noter hein, pour l'époque, hein, encore plus les films de la Shaw Brothers. Il est très inspiré de l'opéra de Pékin et ça se ressent dans sa manière de filmer les combats. C'est très aérien, c'est très théâtral, peut-être un peu trop encore dans Les Rondelles d'Or, je trouve. Et il aime aussi beaucoup les personnages féminins. Alors que Chang-Che, lui, c'est un cinéma très masculin, très violent et très cru. C'est pas un réalisateur qui va par quatre chemins, hein. Il est jusqu'au boutiste, c'est viscéral, et même la façon dont il filme les combats aussi sont différents. Déjà en chorégraphie des combats, il prend Lu Chia-liang, plus tard réalisateur de la trilogie de la 36e chambre des Shaolin, et qui donnera tout l'univers du Wu-Tang Clan au passage. Les combats sont beaucoup plus terre-à-terre, pas dans un sens péjoratif, hein, mais ils sont moins aériens que King-Woo, et dans cet âge d'or de grands films naissent. King-Woo fera donc Dragon Inn, L'Auberge du Printemps, mais aussi A Touch of Zen en 1971, qui gagne en 1975, 4 ans plus tard, hein, le Grand Prix technique à Cannes. Et pour être tout à fait honnête, j'avais aucune idée que ce prix existait, mais c'est ce qui va permettre de faire découvrir King-Woo et le wuxia-pian en Occident, ce qui n'est vraiment pas rien. D'ailleurs, petit mot sur ce film, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, et j'ai eu un peu de mal sur la première heure, parce que oui, hein, le film il dure 3 heures quand même, parce qu'il part dans aucune direction, on comprend pas où on va, mais ensuite l'intrigue finit par être lancée, et je suis complètement tombé dans le film pour les 2 dernières heures. Et bah plus le temps passe, et plus j'aime ce film. Il y a des plans incroyables, des idées de fou, une lumière absolument magnifique, et c'est plus qu'un film de sabre. Il y a un discours métaphysique. Bref, au final, je comprends la première heure, mais juste, je suis sans doute pas le client. Et on parlera peut-être de ce film un jour hein, dans un pifre, hein, donc je vais m'arrêter là. Chang-Che lui aussi fera le deuxième volet du Sabreur Manchot, intitulé Le Bras de la Vengeance, en 1969, et il fera aussi son propre remake de Un seul bras les tue à tous, La Rage du Tigre, en 1971, qui est un très très grand film. Mais bon, il y a plein de films hein, qui sont très bien, et d'autres réalisateurs aussi qui sont très bons, hein, comme Chu Yuan par exemple. Mais là, je vous ai pris surtout les 2 réalisateurs qui ont vraiment changé le game du wuxia-pian. Et du coup, on va tout de suite passer au prochain âge d'or qui vient mine de rien assez longtemps après quand même. Parce que dans les années 70, le wuxia-pian va un peu dépérir et il va être remplacé par le kung-fu un peu plus terre-à-terre, pied-point, avec l'avènement de Bruce Lee. Et bah, Bruce Lee va un peu enterrer à lui tout seul le wuxia-pian parce que les spectateurs, ce qu'ils vont vouloir voir, c'est ça, et plus des sabres et des gens qui volent, etc. Donc mine de rien, même s'il y a des films qui sortent dans ces années-là, l'âge d'or est bel et bien fini. Il y a des films de nouveaux réalisateurs qui se démarquent. Hein. En 83, il y a Duel to the Death de Ching Siu-tung et Zhu, les guerriers de la montagne magique de Choi Ark. En 87, le premier film de la trilogie de l'histoire des fantômes chinois sort, réalisé par Ching Siu-tung et produit par Choi Ark. Et justement, on va arriver aux années 90 et à un homme, Choi Ark. Parce qu'au final, et encore aujourd'hui, hein, on le verra plus tard, Choi Ark a tout fait pour que le wuxia-pian reprenne de sa superbe, soit en produisant, soit en réalisant lui-même. Et dans le début des années 90, on va voir une petite flopée de wuxia-pian, dont de putains de chefs-d'œuvre. Et déjà, petite liste du palmarès de Choi Ark. En 90 et 91, il va produire Histoire de fantômes chinois 2 et 3. En 92, il produit Dragon Inn et donc le remake de celui de 1967, réalisé par King-Woo, dont on vous a parlé un peu plus tôt, avec Maggie Cheung, et je le redis, mais j'aime cette actrice. Brigitte Lin, une autre grande figure du cinéma hongkongais, et Donnie Yen en méchant, avec un fight final dans le sable, oh mamma, incroyable. Et en 90, il produit et co-réalise Swordsman avec King-Woo, et en 92, il produit aussi Swordsman 2 avec Jet Li, Brigitte Lin, encore elle, oui oui, et Rosamund Kwan, l'une des autres grandes figures du cinéma hongkongais de ces années-là. Bon, je vais pas vous faire toute la filmo à ce type parce que vraiment c'est un hyperactif, mais je vais surtout vous prendre 2 films de lui que j'aime énormément. Le premier, c'est Le Temple du Lotus Rouge, sorti en 1994, produit par lui et réalisé par Ringo Lam. Et petit bonbon, c'est le premier wuxia-pian du réalisateur Ringo Lam, qui est surtout connu pour ses polars, parfois assez crus et violents d'ailleurs, et on sent cette patte dans son wuxia-pian, et du coup, bah, ça donne une atmosphère assez particulière au film, et ça le rend vraiment unique. Bref, regardez ce film, il est vraiment trop bien. Et l'autre, cette fois, il est réalisé par Choi Ark et il est considéré comme l'un des plus grands wuxia-pian de tous les temps. C'est The Blade, sorti en 1995. Juste quelques petits mots sur ce film, parce qu'un jour, on en fera peut-être un pifre aussi. Bah bref, de toute façon, comme tous les films déjà cités dans cet épisode.
mais la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 10 ans, et bah, j'avais bien aimé, mais sans plus, sans être honnête. J'étais un peu perdu parce que il a une manière très chaotique de filmer les combats qui m'avait un peu perturbé. Je l'ai revu pour cette chronique, et je me suis pris une énorme claque. Pendant le film, j'avais encore l'appréciation d'il y a 10 ans en mode ouais, ok, bof. Mais au bout d'un moment, j'ai dû admettre que je me mentais à moi-même, que j'aimais vraiment ce film. Il y a absolument tout ce que j'aime dans un film. Il est viscéral, ça prend aux tripes, il est fou, il y a une vraie histoire, ça s'arrête jamais, il y a une énergie incroyable. Bref, regardez ce film, c'est un putain de pur chef-d'œuvre. Et il y a évidemment d'autres films durant cette époque, même Wong Kar-wai, le gars qui a réalisé In the Mood for Love et Chungking Express, fera un wuxia-pian avec Les Cendres du Temps en 1994. Il y a La Mariée aux cheveux blancs de Ronnie Yu en 93, ou encore Blade of Fury en 93 de Sammo Hung que j'aime beaucoup. Mais Mathieu s'était fait la réflexion que peut-être c'est pas le premier wuxia-pian qu'il montrerait, parce que c'est vrai qu'il est jusqu'au boutiste dans ses idées. Il y a des trucs de ouf dès les premières minutes d'ailleurs. Mais c'est un film incroyable et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille très très fortement. De toute façon, Sammo Hung est vraiment quelqu'un de sous-coté, je trouve, et c'est dommage. Bref, dans ces wuxia-pian-là, il y a une vraie évolution dans les chorégraphies avec de très très grands noms qui vont y participer. Yuen Woo-ping, Sammo Hung, Ching Siu-tung, etc. Et c'est sans doute l'une des principales différences entre les années 60 et cette nouvelle ère, avec notamment l'évolution de la technologie, l'évolution du cinéma, mais aussi avec l'avantage d'avoir tout un héritage à disposition pour s'en inspirer. Elle a aussi encore plus développé son côté fantastique en le poussant encore un peu plus loin avec des films comme Zoo ou Histoire de fantômes chinois par exemple. Et c'est une ère qui a vraiment su prendre le meilleur parti de son héritage. D'un côté, Kingu avec son côté plus aérien, plus poétique et des images magnifiques, et avec Les Cendres du Temps par exemple, ou directement le remake de Dragon Inn, mais aussi Chang-Chi avec sa viscéralité et sa violence, des films sans concession comme Blade of Fury, Le Temple du Lotus Rouge, ou encore le chef-d'œuvre de ces années-là, The Blade, qui est un remake de Un seul bras les tue à tous, de Chang-Chi justement. Comme quoi, faire des remakes a du bon, quand c'est fait avec passion et amour en tout cas, mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Et vient ensuite le dernier tournant à ce jour du wuxia-pian dû à un seul film, Tigre et Dragon, sorti en 2000. Il a marqué toute l'histoire du cinéma parce que mine de rien, il a réussi à faire connaître le wuxia-pian au monde entier. Déjà, il est passé à Cannes et à Deauville, ce qui est pas rien. Et en plus de ça, je pense que vraiment les gens qui ont jamais vu de wuxia-pian de leur vie ont au moins soit déjà vu ce film, soit en ont au moins entendu parler, ce qui est franchement pas rien. Et il a été créé il a quand même été coproduit par des Américains. Réalisé par un Taïwanais, Ang Lee, qui réalisera plus tard Le Secret de Brokeback Mountain et L'Odyssée de Pi, mais qui avait déjà fait des films américains avant Tigre et Dragon. Et il réunit tout ce qu'il y a de meilleur dans le cinéma hongkongais, avec en personnage principal Chow Yun-fat, légende absolue et que vous avez pu déjà voir sur la chaîne avec la vidéo sur À toute épreuve. Il y a Michelle Yeoh, une autre légende qui avait quand même fait James Bond Girl 3 ans avant en 97, dans Demain ne meurt jamais, et elle a une filmographie incroyable, une vraie actrice qui en plus peut savater des méchants, et Cheng Pei-pei, actrice la plus emblématique du wuxia-pian tout simplement, parce que c'est elle qui jouait l'Hirondelle d'or dans le film de 1966. Et à la chorégraphie des combats, c'est pas moins que l'un des plus grands de toute l'histoire, Yuen Woo-ping, qui fera au passage les combats de Matrix aussi, avec l'inconnu Zhang Ziyi, c'est quand même Tigre et Dragon qui va la révéler au monde entier, et en même temps, elle est incroyable dans le rôle. Quel charisme, quelle force. Bref, vous avez compris, Tigre et Dragon a réuni tout ce qui lui était possible pour éblouir le cinéma et il a réussi. D'un point de vue personnel, Tigre et Dragon a toujours eu une place très bizarre. Parce que je l'ai vu quand j'avais 10 ans, j'étais déjà fan de Bruce Lee et de Jackie Chan. Et j'adorais les films de fight. Et du coup, j'adorais Tigre et Dragon pour ça, comme j'aimais pas le reste, son histoire et ce qu'il racontait. Ce qui est complètement débile. Mais je pense aussi que, pour être tout à fait honnête, j'avais tellement l'habitude d'un kung-fu terre à terre qu'à 10 ans, j'arrivais pas à processer ces gens qui faisaient des bonds incroyables. Je comprenais pas. Donc j'avais cette espèce d'attraction-répulsion avec ce film dont j'ai du mal encore aujourd'hui à me défaire. Après, objectivement, je trouve vraiment bien fait, j'ai aucun problème à le revoir. En plus, j'aime beaucoup trop le cast, mais c'est loin d'être un de mes films préférés et qui ferait pas partie de mon top 5, voire top 10. Mais bon, on peut pas nier l'importance et l'impact qu'il a eu. Et c'est d'ailleurs un film très inspiré par Kingu, c'est aérien, c'est léché, et un réalisateur va profiter du nouvel intérêt pour le wuxia-pian à la Kingu pour faire son beurre, c'est Zhang Yimou. Alors je vous avoue que je suis pas fan de ses films, mais on peut pas nier encore une fois l'impact qu'il a eu et l'importance de ses films pour le wuxia-pian dans les années 2000. Justement en 2002, donc 2 ans après Tigre et Dragon, il va faire Hero. Et pareil, il va réunir un casting de folie. Jet Li, qui est déjà une légende, Maggie Cheung et Tony Leung Chiu-wai, le couple de In the Mood for Love, Zhang Ziyi et Donnie Yen. Bref, il essaye de reproduire le succès de Tigre et Dragon et il va d'ailleurs
d'ailleurs réussir. Alors pas autant que son homologue, hein, mais le film va très bien marcher. Et derrière, il en fera d'autres, notamment Le secret des poignards volants en 2004 et La cité interdite en 2006. Et on peut se poser la question, est-ce que Tigre et Dragon a réussi à faire connaître le Wu Shapian d'avant? Je veux dire, est-ce que son aura a été assez forte pour justement que les gens aient la curiosité d'aller voir les Wu Shapian d'avant? Et je parle déjà juste de ceux des années 90, hein, pas forcément ceux des années 60 ou début 70. Parce que, instinctivement, j'aurais peut-être répondu non, parce que je me dis que sans doute ceux qui auraient voulu découvrir ces films-là, c'est des gens qui étaient déjà enclins à aimer ce type de film. Parce qu'en plus de ça, ce qui vient après Tigre et Dragon, bah, c'est des films qui sont dans la même veine que Tigre et Dragon. Enfin, Zhang Yimou, quand il fait Hero, etc., c'est aérien, enfin, c'est vraiment dans le même style. Alors que dans les années 90, il y a quand même des Wu Shapian qui sont mais, le strict opposé de Tigre et Dragon. Peut-être que la comparaison est peut-être un peu violente. Je sais pas. Je parle en généralité, hein, parce que, évidemment, je pense que Tigre et Dragon a probablement créé des vocations chez des gens. Mais bah, je vais faire le youtubeur un peu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez découvert le Wu Shapian. Est-ce que c'est par Tigre et Dragon? Est-ce que c'est par d'autres films? Est-ce que peut-être que Tigre et Dragon vous a donné envie de regarder le Wu Shapian? Parce que, bah, mine de rien, je trouve ça intéressant de savoir comment nous, en France en l'occurrence, que bah, évidemment on parle de la France, mais ou francophone, hein, comment vous êtes arrivé à aimer ce cinéma étranger. Justement, ça a été aussi intéressant de voir comment Mulan va, ou pas d'ailleurs, avoir une aura sur les Wu Shapian d'avant. Est-ce qu'il va être plus puissant que Tigre et Dragon et les gens vont être plus curieux de voir ce qui s'est fait avant? Ou est-ce que bah, justement Mulan, au final, va avoir aucun effet là-dessus et va juste être un film que les gens vont voir parce que c'est un Disney et puis basta. Dans cette décennie, le Wu Shapian va un peu quitter son côté cru et violent pour laisser beaucoup plus de place à l'esthétique, parfois franchement un peu trop de mon point de vue personnel, et aérien. Parce que, bah, mine de rien, à part les films que je vous ai cités juste avant, que ce soit Zhang Yimou ou Tigre et Dragon, et ben mine de rien, il y a plein de films qui n'ont pas du tout eu la même résonance en Occident que ces films-là. Et en premier, je pense par exemple aux Trois Royaumes de John Woo, hein, un film en 2 parties, comme Mérine, comme Le Tché, et 2 films de 2h30 qui au final n'en font qu'un. Et ben en France, on aura eu le droit qu'à un seul film, une version cinéma de 2h30, c'est tout. Heureusement, on a eu le droit aux 2 parties en DVD et Blu-ray, mais apparemment, on est les seuls dans le monde occidental à y avoir accès. Bon, d'après le petit livre présent dans le Blu-ray du film. Et mon Dieu, quelle tristesse! Ce film est un bijou et je vous le conseille 1 million de fois. Mais même dans la décennie 2010, à part quasi un seul homme, Choi Ark, encore lui, bah les Wu Shapian sont peu présents. Il fera les Détectives D qui sont vraiment des super films, moi je trouve en général. Et aussi une bonne manière de commencer le Wu Shapian parce que ils sont mine de rien assez accessibles. Il fera aussi Dragon Gate, une suite de Dragon Inn, pas ouf hein, mais qui a le mérite d'utiliser la 3D, outil encore tout neuf dans le cinéma chinois. Juste avant, il fait aussi en 2005 Seven Swords, que je vous conseille parce que il est trop cool. Et après, il y en a eu d'autres, hein, comme Reign of Assassin, de John Woo et Chao Bin-Soo en 2010, Swordsman avec Donnie Yen en 2011, qui est sympa d'ailleurs, hein, et dont le titre original, c'est carrément Wuxia, hein, ou encore The Assassin de Wu Xiaoxian en 2015. Mais au final, bah, ça manque de grands films, de réels chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, Zhang Yimou a fait un nouveau Wu Shapian qui s'appelle Shadow, qui est sorti en DTV chez nous en septembre 2019. Même Zhang Yimou est relégué au DTV, putain. La distribution du cinéma asiatique en France, c'est toujours aussi horrible. Et j'ai pas vu le film, hein, par contre, hein, donc aucune idée de sa qualité. Et du coup, ça pose la problématique de la pertinence de ce genre à notre époque. Est-ce que le Wu Shapian, c'est pas un genre vieillot? Parce qu'il y a quand même des films, mine de rien, quand on les regarde, je trouve qu'ils sont aujourd'hui automatiquement vieux, enfin automatiquement ils ont pris un coup de vieux. En tout cas, moi je trouve personnellement. Et à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû aux réalisateurs qui, aujourd'hui, comme bon nombre de réalisateurs avant eux et dans plein d'autres pays, eh ben mine de rien ont perdu de leur pertinence? Est-ce qu'il faut des nouveaux réalisateurs comme Choi Ark à son époque pour transcender le genre et créer quelque chose de nouveau? Je sais pas. Parce qu'au final, même quand je vois les films comme Détective D, bah, je me dis qu'il y a encore tellement de choses à raconter, il y a encore tellement de choses à montrer dans ce genre. Et encore plus aujourd'hui avec les nouveaux effets spéciaux, hein, que ce soit avec les fantômes, etc. Enfin, la manière de raconter le Wu Shapian peut être totalement transcendée par ça.
En tout cas, c'est un genre que j'aime énormément, qui a énormément de choses à raconter et que j'espère revoir à un très très grand niveau. Avec Mathieu, on a vraiment pris un gros kiff à faire cette vidéo, de découvrir ou redécouvrir des films. Et j'espère, au travers de son histoire, vous avoir donné envie de regarder des films. Parce que c'est quand même le but déjà, à la base, mais aussi de mieux vous faire comprendre le genre. Parce que c'est vrai qu'en grandissant, je me souviens que j'avais des potes qui pouvaient se moquer de ces films. Quand ils voyaient des personnages sauter d'arbre en arbre, alors qu'au final, c'est loin d'être ridicule, c'est juste leur culture et leur folklore à eux. Donc j'espère vous l'avoir fait un peu plus comprendre aussi. Et mine de rien, j'ai envie aussi de rajouter, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de name dropping, mais je pense pas que ce soit nécessairement une vidéo qui soit en une seule fois. Donc je vous invite à déjà prendre peut-être des films qui vous ont plu là-dedans, à d'abord regarder ceux-là, et ensuite peut-être à revenir et à essayer de comprendre de plus en plus l'évolution de ce cinéma, les noms, etc. Parce que bon, tous ces noms, ça fait beaucoup, c'est difficile à avoir dès le début. Avant de terminer la vidéo, gros shout-out à HK Vidéo, la collection de DVD en fait qui a été créée par Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des Loups. Au passage, ils ont permis la distribution et l'édition de DVD de films hongkongais dans la France avec franchement des jaquettes qui sont jolies, avec des textes dedans qui respirent la passion, qui nous expliquent le film dans son contexte. C'est génial et donc du coup, un grand merci à eux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec l'un des plus grands wuxia de tous les temps, un pur chef-d'œuvre. Et comme ça, on va pouvoir le voir d'un tout petit peu plus près. C'est La Rage du Tigre de Chang Cheh, sorti en 1971. Banks!